Janvier 1990, le Panama vient d'être envahi par les États-Unis. Leur but, c'est de renverser le dictateur au pouvoir, Manuel Noriega. Et depuis plusieurs jours, c'est le bordel dans le pays, les Américains ont bombardé, les maisons sont incendiées, Noriega est retranché dans l'ambassade du Vatican, qui a accepté de le protéger, et refuse de se rendre. Et du coup, les Américains ont monté un siège pour essayer de le faire sortir en diffusant jour et nuit du rock à un volume démesuré, ce qui tape sur les nerfs, mais surtout empêche les écoutes par microphone parabolique. Mais rien n'y fait, Noriega ne se rend pas. Et c'est la ruse d'une femme qui va réussir à le faire sortir de son trou. Martha Duncan, agent de la DIA, la Defense Intelligence Agency, en gros la CIA, mais pour l'armée. Oui, Martha est une espionne, et je vais vous raconter son histoire. Je suis Manon Bril, bienvenue dans cette une autre histoire. Horrible. C'est très bien, détends-toi. T'as vu, je suis de bonne humeur. C'est bien. Au fait, on a dépassé les 500 000 abonnés, j'ai prévu un petit truc, on se retrouve juste à la fin pour en parler. Et si je vous dis espionne, vous pensez sûrement au James Bond girl, genre, pas moi. Ouf. Le crack. Ou encore à Mata Hari, alors que bon, c'est juste entre guillemets une courtisane qui a chopé des confidences sur l'oreiller, c'est pas ça une espionne. Bref, des clichés de femmes fatales et séductrices, alors que évidemment, c'est pas du tout ça le vrai métier d'espionne. Et il y a une journaliste qui a fait justement un super boulot pour retrouver des vraies espionnes partout à travers le monde et leur demander ce que c'était pour de vrai leur taf. C'est Chloé Eberhard. Elle a sorti une première publication en 2017 chez Robert Laffont pour compiler ses témoignages. Les espionnes racontent, ouvrage qui est paru en poche en janvier dernier chez Collins, et surtout sous la forme d'un très joli roman graphique chez Steinkiss, accompagné d'une série animée avec les mêmes illustrations sur Arte que vous pourrez retrouver en accès libre et tout. Les liens, tout ça, la description. Et c'est justement la maison d'édition Steinkiss qui m'a contacté pour me proposer de faire la promotion de ce très beau roman graphique, et comme le sujet est chambé, j'ai évidemment dit oui. Vous allez voir, ces histoires sont incroyables. La quatrième va vous étonner. J'en raconte que 2, mais la quatrième pourrait vous étonner quand même, je pense. Je vais donc vous raconter 2 de ces destins d'espionnes incroyables. Évidemment, il y en a plein d'autres dans l'ouvrage. Je vous invite à découvrir le reste du livre, puisque si je vous raconte tout, évidemment, c'est plus une promotion de l'ouvrage, vous avez bien compris. Et en plus, pour compléter, j'ai eu la chance d'avoir Chloé Eberhard en interview, donc cette vidéo est entrecoupée des passages de l'interview pour alimenter le propos. Alors revenons à Martha Duncan. Je vous ai dit qu'elle était à la DIA. La DIA, elle s'occupe en gros de récolter des informations pour le Pentagone et la Maison Blanche sur les armées des autres pays. Donc où ils en sont de leur armement, c'est quoi leurs intentions, mais aussi sur le terrorisme, sur les réseaux de drogue, etc. Et Martha, c'est une des premières femmes qui a gravi les échelons là-bas. Elle est lieutenant-colonel, elle a mené plein de missions importantes dans sa carrière, et elle s'est pas mariée, elle, ce qui l'intéresse, donc c'est le boulot. Donc elle est née au Panama, mais plus précisément, elle a dit qu'elle est zonienne, parce qu'elle est née dans la zone du Canal, c'était une enclave américaine au Panama entre 1903 et 1999. Sa mère est panaméenne et infirmière, et son père est américain, ingénieur à l'armée. Et c'est une grande sportive, elle rentre aussi à l'armée, elle est directrice des sports dans une brigade à la fin des années 70. Et c'est là que la DIA la repère, notamment parce qu'elle a plusieurs qualités qui les intéressent. Elle est très sociable, elle est bilingue, puisqu'elle vit au Panama, elle est américaine. Et ça, ce sont des qualités qui sont très utiles pour devenir officier traitant. Les officiers traitants, c'est ceux qui sont chargés de recruter des informateurs et de les manipuler pour qu'ils parlent et pour qu'ils coopèrent. Et pendant ces 4 premières années de boulot, elle fait des missions en Amérique latine, puisqu'en plus, elle a la tête de l'emploi. Et donc, en Amérique latine, les services américains essayent de déstabiliser les régimes socialistes en place, car oui, on est en pleine guerre froide. Et ça, la guerre froide, donc c'est l'angle qu'a choisi Chloé Eberhard pour son enquête. Interroger des espionnes sur cette période-là, déjà parce qu'ils sont encore vivants, c'est pratique, mais à la retraite, donc potentiellement moins soumises au silence. Et donc évidemment dans chacune des histoires, puisqu'il y a des espionnes de partout à travers le monde, KGB, Mossad, CIA, DIA, etc. On a des agents prêts à tout pour leur pays et qui bien souvent sont convaincus du bien fondé des objectifs qu'elles poursuivent. Notamment par exemple là, Martha dans la mission au Panama, elle est convaincue qu'il faut libérer le Panama d'un dictateur pour la démocratie, alors que c'est les États-Unis qui ont envahi le pays sans aucun accord de l'ONU ni rien, c'est pas du tout démocratique. Mais attention, cette adhésion aux valeurs, elle n'est pas toujours systématique, en fait c'est un peu plus compliqué. On en reparle avec Chloé Eberhard en interview un peu plus loin. Alors la situation au Panama dans les années 80 est la suivante. Donc il y a le général Manuel Noriega, chef de l'armée, qui sur le papier n'a pas le titre de chef de l'État, mais qui en pratique est au pouvoir entre 83 et 89. C'est un personnage particulier, alcoolique, brutal, il verse dans le trafic de drogue, dans le meurtre crapuleux et dans la fraude électorale.
un petit bingo du dictateur sympa. Sauf que les États-Unis sont de mèche avec lui parce qu'il les laisse installer des stations d'écoute au Panama pour écouter le reste de l'Amérique latine et il facilite le transfert d'armes et d'argent. Bah voilà, mais on se fait sa petite popote entre nous avec les criminels, c'est très bien. Mais Noriega joue double jeu parce qu'il file aussi des infos à Casto. Je l'ai pas entendu tout de suite en plus. Parce qu'il file aussi des infos à Castro et ses soldats emmerdent régulièrement les militaires américains qui sont sur le territoire. Donc c'est un petit caillou dans la chaussure des États-Unis quand même. Jusqu'à ce qu'en 89, George Bush père dise bon allez, c'est bon, terminado, tu nous gonfles, on va destituer Noriega. Et Noriega, il l'a vu venir le type, il a anticipé et il a disparu dans la nature. Alors les États-Unis créent une cellule pour le retrouver et un collègue de Martha Duncan lui propose de la rejoindre. Donc on va pas se mentir, c'est une candidature qui plaît pas à tout le monde, hein. C'est une femme pour une mission importante et en plus elle est assez jeune, mais elle dit niquez-vous et elle rejoint la base de Fort Clayton le 1er décembre 1989 au nord-ouest de Balboa. Donc là elle va commencer son infiltration et pour ça il lui faut une nouvelle identité, ce qu'on appelle une légende, comme dans le bureau des légendes. Donc fausse identité. Donc maintenant, elle est Maria, une Panaméenne retournée au pays. Et tous les matins, elle fait son petit footing sur la jetée près de la base militaire d'Amadore. C'est un endroit stratégique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une prêtresse qui officie dans le coin, que Noriega va voir régulièrement parce qu'il est un adepte de la religion qu'on appelle la Santeria. C'est une religion qui est proche du vaudou et donc ils font des rituels de magie noire contre ses adversaires politiques. Et en plus, c'est dans ce coin qu'il y a les unités d'élite de Noriega qui viennent s'entraîner. Donc parfait pour fureter et trouver des informations sur peut-être où il se trouve, puisque pour rappel c'est ça qu'on fait, on est en train de le chercher. Et donc la petite Maria, qui est en fait Martha, voilà, l'air de rien, elle fait son petit footing, discute avec les gardes tranquillement, personne se méfie, elle est sympa, elle est cool, elle essaye de choper des informations. Mais c'est pas là qu'elle réussit à choper des bonnes infos. C'est alors que le 16 décembre 1989, un marine américain est abattu à un barrage de contrôle. Et là, bah, c'est l'excuse toute trouvée qu'il fallait pour les États-Unis. George Bush dit on envahit le Panama. Et donc 4 jours plus tard, il lance la mission Juste Cause, et c'est quand même la plus importante opération armée des États-Unis depuis le Vietnam. Ça y va quoi. Et donc, on en arrive à la situation que je vous décrivais en intro, bombardement, raid. Mais dans un premier temps, Noriega est introuvable. Et ça empêche la victoire totale des États-Unis. Les collègues de Martha pensent qu'il se cache dans la jungle, mais elle est sûre que non, parce qu'elle dit que c'est trop une grosse poule mouillée. Et elle est sûre qu'il est au chaud quelque part bien installé. Et c'est là qu'elle a une idée de génie, elle décide de manipuler la maîtresse officielle de Noriega. Elle s'appelle Vicky Amado. Et du coup, déjà, faut qu'elle réussisse à la trouver elle. Pour ça, elle va se renseigner dans le salon de coiffure où on sait que Vicky a l'habitude d'aller. Elle la trouve pas, mais elle chope son numéro et donc elle l'appelle en se faisant passer pour une personne qui appelle de la part de Noriega et qui s'inquiète pour Vicky qui est chargée de la protéger. Elle comprend au ton de Vicky qui est complètement paniquée qu'elle sait pas du tout où est son amant et qu'elle est livrée à elle-même et qu'elle a peur qu'il lui arrive un truc. Et du coup elle lui propose de la conduire en lieu sûr. Donc Vicky lui fait confiance, elle monte dans la voiture et en fait elle se rend compte qu'elle l'amène dans une base américaine. Du coup évidemment Vicky flippe un peu, mais pour gagner sa confiance, Martha elle use de tous les procédés. Elle joue la carte féminine, solidarité féminine, sororité et tout. Elle lui dit voilà, l'arrestation c'est qu'une question de temps, il est temps de penser à toi, la vie c'est plus difficile pour les femmes, blablabla. On adore cette fausse sororité. Et donc finalement, le dictateur apparaît le 24 décembre à l'ambassade du Vatican, comme je disais, donc qui a accepté de le protéger. Donc là maintenant on sait où il est, mais il refuse de se rendre. Donc on rentre dans une guerre des nerfs, avec le rock à fond diffusé sous les fenêtres, on diffuse des faux bulletins d'information qui annoncent son décès, lynché par le peuple et tout, bref, on essaie de le faire craquer. Mais il cède pas, le chip ne cède pas. Et donc Martha se dit, bah je vais pousser Vicky à convaincre son amant de se rendre. Et donc Vicky lâche en tout cas que son amant il est extrêmement orgueilleux et qu'il sortira pas de l'ambassade la mine défaite quoi. Martha lui souffle cette idée, lui faire livrer son uniforme pour qu'il puisse se rendre dignement. Et donc c'est chose faite et là Noriega avec son uniforme et donc pas humilié se rend. Il est arrêté le 3 janvier 1990 et la justice américaine le condamne à 40 ans de prison où il a vécu jusqu'à sa mort en 2017. Et donc cet exemple, aux yeux de Martha justement, c'est une preuve de pourquoi avoir des profils femmes dans les agences de renseignement, c'est un atout aussi pour certains types de missions parce que clairement elle dit si j'avais été un homme, Vicky serait pas confiée à moi de la même façon, etc. Elle a d'ailleurs été félicitée par sa hiérarchie après cette
cette opération pour avoir eu cette idée de contacter la maîtresse de Noriega, et elle a poursuivi une belle carrière, elle a milité pour la place des femmes dans son métier, et elle a cofondé en 2011 la plateforme Femmes dans le renseignement, qui pointe les problèmes de discrimination liés au recrutement et à la promotion des femmes dans le métier pour aider ses collègues qui sont victimes de sexisme dans la profession. Et Chloé Berard m'a dit d'ailleurs que parmi les espionnes qu'elle avait interrogées, Martha c'est une de celles avec qui elle était restée assez proche et avec qui elle avait pu créer des liens un peu particuliers. Et ce que je trouve assez fou dans l'enquête de Chloé, c'est comment justement elle a réussi à entrer en contact avec ces gens. Déjà faut les trouver, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métier. Ensuite il faut gagner leur confiance pour les faire parler, donc un peu finalement comme le métier d'espionne lui-même. Petit peu de mise en abîme du métier, n'empêche, parallèle intéressant. Et donc je lui ai posé la question en interview. C'est assez pertinent, je pense, de faire le parallèle entre le journalisme et le renseignement, toute proportion gardée. Là où il y a un vrai point commun, c'est que j'ai été amenée à faire dire des choses aux gens qui n'avaient pas envie au départ forcément d'en parler. Par exemple, typiquement l'allemande, Gabrielle Gast, que j'ai dû courtiser très longuement et même faire des voyages presque à blanc, pas juste pour parler de tout et de rien pour que ma tête lui revienne, etc. Au départ, on devait parler uniquement des femmes dans le renseignement, dans son ensemble. Comme c'est une grande intellectuelle, polyglotte, etc., très politisée, elle avait plein de choses à dire très intéressantes, mais moi c'était quand même pas ça au fond qui m'intéressait le plus. Moi je voulais son histoire à elle. Il faut trouver les leviers à actionner pour la convaincre de vous faire confiance et de vous parler. Et ça c'est typiquement un travail des officiers traitants comme on les appelle, donc ceux qui traitent les sources. Les services de renseignement ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont plein de personnes qui travaillent à établir le profil de la cible pour savoir justement si c'est opportun de s'inscrire au même club de tennis que lui et de parler de Nadal dont il est fan, etc. Pour nous les journalistes, on a internet, on peut appeler les proches avant, enfin bref, faire un peu l'environnement à notre façon, mais on est quand même moins outillés. Mais c'est quand même la même démarche d'essayer de comprendre quels sont les ressorts de la personne en face. Est-ce qu'il vaut mieux jouer sur le nationalisme, c'est ce que j'ai fait avec les Russes en leur disant si vous ne parlez pas, il y aura que des Américains quand même, c'est ballot, c'est un livre sur la guerre froide. Ou si c'est plutôt quelqu'un un peu seul en face qui a plus besoin d'une jeune femme qui pourrait être sa fille et qui va lui tenir compagnie, lui faire progresser en anglais et puis accueillir cette parole. Elles ont tout un certain âge, donc c'est aussi humain d'avoir envie de raconter un peu ce qu'on a fait, surtout quand toute sa carrière on vous a interdit de le faire. Mais la grosse différence, je trouve, c'est que moi je savais quelle était ma motivation au fond, c'était d'écrire ce livre et de raconter ces histoires, alors qu'il y a bien souvent, quand on est officier de renseignement et qu'on traite une source et qu'on essaie d'avoir des informations, etc., on ne sait pas forcément quel usage en sera fait en fait, une fois qu'on aura envoyé l'information à sa hiérarchie. On ne sait pas forcément quel est le but de l'opération à laquelle on participe. Tout est extrêmement compartimenté pour que justement le secret soit préservé. Et donc souvent, ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a une grande frustration en fait à prendre des risques, à manipuler des gens, à parfois les mettre en danger. Parce que moi, j'ai pas fait, par exemple, j'ai pas mis en danger en leur faisant parler. Non, mais c'est quand même, moi, c'est ce qui fait que ce métier, je pense que j'aurais eu du mal parce que les gens, ils prennent des risques en fait pour vous et vous-même, vous savez pas forcément pour quelle finalité. Et donc, pour peu que vous travaillez pour un gouvernement, que le gouvernement ait changé, que vous soyez toujours là et que vous adhérez pas à la ligne de votre gouvernement, par exemple, ça peut rendre les choses un peu compliquées d'un point de vue éthique. Moralement, on va dire, c'était beaucoup plus simple. Et donc, surtout, la première partie du travail de Chloé, c'était de les trouver, ces espionnes. Parce que c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup. Et notamment pour mener son enquête, elle avait un contact français d'un ancien de la DGSE et qui lui a dit des femmes, il n'y en a pas des masses quand même. Mais d'après lui, il y en a plus chez les Russes et chez les Anglo-Saxons. Pourquoi? Donc les Américains et les Britanniques, ce serait parce qu'ils sont de tradition protestante et donc ils réservent une place particulière aux femmes. Et les Russes, c'est parce qu'ils sont égalitaristes, donc le communisme, tout ça. Et apparemment, ils formaient des femmes tireurs d'élite dès la Seconde Guerre mondiale. Et les Français, ils sont catholiques, donc ils sont plus conservateurs, donc moins de femmes potentiellement. Aujourd'hui, il y aurait toujours moins d'un tiers de femmes à la DGSE et le plus souvent, elles sont à des postes administratifs de catégorie B ou C. Ce qui est amusant, c'est que toutes ont un peu explosé le plafond de verre, chacune à sa manière, chacune dans son pays, parce que les femmes, c'était soit les épouses, il y a eu beaucoup de recrutements, d'embauches qui se sont faites comme ça. En fait, c'était plus safe pour les services de recruter les femmes d'eux. Donc c'était soit les épouses d'eux, soit les sténodactylos ou les archivistes. Donc les femmes, on les voyait pas trop sur le terrain, ni à faire de l'analyse, comme on appelle le travail de bureau quand il est, quand c'est pas du secrétariat. Vu qu'en plus, beaucoup de services sont des émanations de l'armée, t'es clairement pas là où il y avait le plus de cadres féminins. Donc souvent, elles ont dû essuyer pas mal de remarques sexistes, elles ont dû faire leurs preuves. Dans un milieu très masculin. Dans un milieu très masculin, etc. Mais justement, ce qui est rigolo, c'est que même celles qui se revendiquent pas du tout féministes, au final, elles ont, à titre individuel, elles ont quand même ouvert une voie et le fait est que toutes ces femmes ont quand même montré le chemin. Et donc, en effet, du coup,
c'est dur de trouver des espionnes. Et en plus, elles sont pas toujours considérées par leurs collègues masculins. Notamment, Chloé Berard, pour trouver des noms, elle a contacté un ancien du KGB, Oleg Gordievski, qui en fait s'était retourné contre son pays et était une top pour l'Ouest. Il donnait des informations au MI6, donc le service de renseignement extérieur britannique. Pendant environ 11 ans, il a filé des infos sur comment fonctionnait le KGB, etc. Et bien lui, il a dit à Chloé qu'il n'y avait pas de femmes au KGB. Or, Chloé, elle a trouvé des femmes au KGB. Et la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ludmila, qui était donc agent au KGB. Alors déjà qu'on parlait de la capacité d'abnégation des agents secrets, au KGB, c'est un cran au-dessus. Vous n'êtes pas prêt. Donc Ludmila, c'est une ancienne illégale. En fait, il y a différents types de statuts d'agents sur le terrain. D'un côté, il y a les officiers de renseignement qui sont en poste en ambassade, dans les pays étrangers. Et du coup, ils ont la chance de bénéficier de l'immunité diplomatique en cas de problème, s'ils sont découverts. Et de l'autre côté, donc, il y a les illégaux, ce qu'on appelle les illégaux, qui sont donc dans la totale clandestinité et qui occupent des vies, des postes, des couvertures de monsieur, madame, tout le monde, qui sont profs, médecins, photographes, journalistes, ce que vous voulez. Et donc, s'ils sont découverts, ils sont pas du tout protégés et éventuellement condamnés à mort dans certains pays. Donc Ludmila, elle a été une illégale et son histoire est juste folle. Donc on est en 59, Ludmila est étudiante en école d'infirmière et elle rencontre Vladimir à une soirée. Ils tombent amoureux, etc. Ils vont pour se marier, mais 2-3 jours avant le mariage, il lui dit: au fait, je suis agent au KGB. Ah, ok. Et il lui dit en bonus, en fait, si tu veux qu'on reste ensemble, il faut que tu rentres aussi au KGB. Et on va partir en mission à l'étranger avec une fausse identité, etc. Faudra dire au revoir à tous tes proches, à ta famille et tout. Est-ce que tu veux? Et elle dit oui. Parce que déjà, elle est amoureuse et aussi parce que à l'époque, en URSS, c'est un peu une des seules façons de voyager. Donc elle passe toute une série de tests au KGB, elle est retenue. Ils peuvent se marier. D'ailleurs, le KGB, il préférait avoir des agents mariés. Lui, il cherchait une femme pour ça notamment. Parce qu'ils estimaient que comme ça, ils étaient moins facilement corruptible par le sexe, etc. Je sais pas d'avis là-dessus, mais bref, du coup, c'est ce qu'il faisait. Donc elle passe une succession de tests au KGB, elle est prise, et là, on lui dit: tu vas devenir Irma, une Allemande d'Allemagne de l'Est. Voilà, tu vas prendre cette identité-là, et tu ne dois pas jouer Irma, tu dois être Irma. Oula, j'ai vraiment crié dans le micro, je pense. Et ton mari, maintenant, c'est Lad, c'est un Argentin. Donc vous allez d'abord tous les deux partir de votre côté dans vos nouveaux pays respectifs, pour bien vous créer vos couvertures. Puis, vous allez vous remarier avec vos nouvelles identités, et vous allez enquêter quelques années en Argentine pour vous entraîner. Et dans 7 ou 8 ans, quand vos légendes seront bien solides, vous irez à votre destination finale. Le but ultime, évidemment, les États-Unis. Et oui, le KGB, ils étaient spécialistes des couvertures comme ça sur le très long terme. Ça pouvait être les missions d'une vie, littéralement. Donc vous imaginez le mental. Et donc Ludmila passe une formation intensive d'allemand, part en Allemagne, trouve du boulot comme infirmière, puisque c'est sa formation à la base. Elle se fait une super copine, Sabina, etc. Et pendant 2 ans, elle fait sa vie d'allemande de l'Est, comme si de rien n'était. Et puis au bout de 2 ans et demi, en 63, le centre lui dit: allez, c'est bon, tu vas retrouver Lad en fait. Et du jour au lendemain, sans rien dire à personne, hop, elle s'en va. Elle n'a plus jamais revu sa meilleure amie. Et vous pourriez vous dire qu'elle s'en bat les steaks, mais en fait, probablement pas, vu qu'elle a donné son prénom à sa première fille, Sabina. Même si, évidemment, donc, elle est contente de retrouver son mari. 2 ans et demi, hein. Le couple se remarie donc à Londres, avec leurs nouvelles identités, et ils font des vidéos de mariage, etc., pour bien parfaire la légende, pour montrer à leurs futurs amis qui vont se faire en Argentine. Et ils s'installent à Buenos Aires, et ils ouvrent un bar dans le quartier allemand de la ville. Parce que, figurez-vous que l'Argentine, c'est un repère d'anciens nazis. Et donc, ils vont enquêter sur les nazis. Et dans leur clientèle, il y a des anciens SS qui intéressent le KGB. Arriver à se faire passer pour une Allemande devant des anciens SS, c'est quand même bien joué. Irma et Lad, ils ne parlent plus jamais russe. Ils ne parlent pas des affaires dans la maison au cas où la maison soit placée sous écoute. Et ils ont 2 filles qui croient avoir un père argentin et une mère allemande. Oui. Oui. Alors parmi leurs faits d'armes, par exemple, un jour Ludmila surprend une conversation au café entre un ancien de la Gestapo autrichienne et un Allemand. Il y en a un qui écrit des informations sur une serviette en papier avec un plan et les indications de l'emplacement d'un ranch qui donne à l'autre. Vladimir réussit à récupérer la serviette qui était en dessous et les tracés se sont imprimés par... Vous l'avez? Du coup, ils partent en vacances dans le coin et en fait, ils vont faire plein de photos des lieux et ils déposent à leur retour la pellicule dans ce qu'on appelle une boîte aux lettres morte. Donc ça peut être une fente dans un arbre, un trou dans un mur, une poubelle, ce que vous voulez. Et une fois que la livraison est faite, à un autre emplacement ailleurs dans la ville, ils la signalent en faisant une petite marque avec de la craie ou quoi. Et comme ça, leurs collègues autres agents secrets qui sont postés et qui checkent tous les jours s'il y a un truc ou non, ils voient qu'il y a une livraison, ils récupèrent la pellicule, c'est envoyé à Moscou qui analyse les photos et découvre que ce ranch, c'est un repère d'anciens nazis. Sauf qu'un jour, le 9 octobre 1970,
La police toque à leur porte et ils sont arrêtés pour espionnage. Ils ont été découverts et ils sont mis en prison avec leur fille de 6 ans et 18 mois qui hallucine un peu probablement. Et ils sont livrés aux États-Unis où le FBI essaye de les cuisiner mais d'une façon un peu particulière avec du curry. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils essayent de leur vendre le American Way of Life. Du coup, ils sont installés dans une petite maison de banlieue, ils sont sous surveillance avec des gardes, etc. Mais on les amène au centre commercial, on leur paye des cadeaux, ils vont au cinéma, coca et basket et compagnie, pour leur dire, regardez comme c'est trop bien la vie des Américains, si vous coopérez et que vous nous donnez des infos sur le KGB, on vous donnera la nationalité américaine. Et eux, ils font, ah quoi? Non, mais j'ai jamais mis les pieds à Moscou de ma vie, voyons, je suis allemande, je suis argentin. Et ils lâchent rien. Et du coup, les Américains finissent par durcir le ton et comme ça commence à plier du cul début 1972, le couple décide de s'enfuir. Alors un jour que les gardes sont en train de comater devant un match, ils en profitent pour sortir et chacun de leur côté pour pas trop éveiller les soupçons. Elle part avec les gamines, elle va à l'ambassade de Russie. Alors là, il y a les policiers américains qui gardent l'entrée. Du coup, par miracle, elle passe par une porte de service sur le côté qu'elle pousse et qui se trouve être ouverte. Donc elle réussit à se réfugier dans l'ambassade. Pour la première fois de sa vie, sa fille entend parler russe. Et ils arrivent donc à rentrer à Moscou. Et à Moscou, qu'est-ce qu'on leur dit? Évidemment, vous êtes des traîtres à la solde des Américains. Ben oui, bien sûr, sinon c'est trop facile. Du coup, rayé du parti communiste et banni de Moscou pendant 10 ans. Tout ça pour ça. Donc elle reprend ses études pour devenir prof d'anglais et lui, il sombre dans la dépression. Et ce n'est que des années après qu'il découvre comment ils ont été trahis. En fait, il se trouve que c'est un colonel du KGB qui filait des infos à l'ouest et qui a donné des centaines de noms, dont les leurs. Et ce type, c'est Oleg Gordievsky. Oui, le contact de Chloé et Berard dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le mec, il a quand même dit à Chloé qu'il n'y avait pas de femme au KGB, alors même qu'il a donné le nom de Ludmila. C'est pas beau ça, franchement? J'ai trouvé ça assez fou. Bon, Gordievsky, c'est vraiment le transfuge. Cet espion qui décide de passer à l'ouest, en l'occurrence, et en échange d'une protection, il donne toutes les infos qu'il a, quoi, y compris le nom d'anciens collègues. Donc, ce qui est évidemment trahison ultime, puisque derrière, il y a des vies en jeu, etc. Il a balancé quand même beaucoup de monde, et comme ils se sont croisés avec Ludmila et son mari dans le cadre de leur voyage, parce qu'une fois par an, en tout cas de temps en temps, ils étaient quand même autorisés à retourner en Russie pour voir leurs parents, leur famille. Ça supposait de passer par différents pays, comme le Danemark, qui était neutre et qui leur permettait de se refaire une virginité, comme on dit, de changer de papier. Il y avait des collègues qui leur filaient des nouveaux papiers, qui organisaient tout le voyage. Et donc, lui, il a fait ça à une époque, Gordievsky. Et donc, quand Ludmila, dans la presse, lit Portrait du traître, elle dit, mais regarde, je le connais et tout, c'est lui, c'est forcément lui. Et il m'avait dit, il n'y a pas de femme au KGB. Oui, il considérait que c'était une épouse. Oui, voilà, pas une espionne. À sa décharge, à l'époque, beaucoup de femmes espionnes au KGB partaient avec leur mari, étaient épouses. Après, ça minimise pas le rôle qu'elles ont joué. Mais du coup, dans sa tête, elle a pas ce statut, quoi. Non, voilà. Bon, après, je pense que ça l'arrangeait aussi de m'envoyer balader comme ça. Mais bon, c'était quand même un peu ironique au final de se dire, c'est pas possible. Non seulement il y en avait, mais en plus, il la balancé, quoi. Donc le couple est réhabilité en 1991, on leur rend leur décoration et leurs droits à la retraite sont rouverts, mais avec la dévaluation du rouble, c'est pas BZF. Et ensuite, Ludmila a un poste d'intendante au bureau des vétérans du KGB. Elle dit que ses filles lui ont jamais reproché de leur avoir menti, que au contraire, elles sont fières d'avoir des parents qui ont été au KGB. Et l'aînée, donc Sabina, celle qui porte le prénom de l'ancienne meilleure amie, regrette juste de plus pouvoir parler espagnol. Mais après son mariage, apparemment, elle est partie en voyage en Argentine, là où elle rêvait de retourner depuis toujours. Bref, donc un sacré destin quand même. Et Chloé a demandé à Ludmila si elle regrettait ses choix, si elle regrettait de pas avoir accepté la proposition des Américains, par exemple. Et visiblement, Ludmila, qui est décrit comme une personne extrêmement froide et dure, etc., lui a juste fait un niet bien carré. De toute façon, tu peux pas faire autrement parce que sinon c'est la remise en cause de toute une vie, et vraiment tout qui s'effondre, quoi. Donc, l'abnégation, quoi qu'il arrive. Les personnes que j'ai rencontrées sont extrêmement patriotes, nationalistes, remettent pas du tout en cause leur service, leur président. Encore une fois, j'ai rencontré des personnes aussi d'un certain âge qui ont consacré leur vie au service. Donc, en plus de l'idéologie, il y a le fait que remettre en cause le KGB, c'est remettre en cause l'engagement d'une vie. Donc, je pense que c'est compliqué. Et pour toutes d'ailleurs, clairement. Ouais, mais elle particulièrement parce que comme tu dis, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Moi, ça me fait un peu froid dans le dos en vrai. Cette capacité à accepter de s'aliéner à ce point-là pour une cause que tu as décidé qu'elle était bonne, ça me fait un peu peur. Là aussi, il y a des degrés un peu divers. Après, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont travaillé pendant la guerre froide et elles avaient vraiment peur qu'il y ait une guerre nucléaire qui se déclare. Et c'est ce que dit Gabriel Legast, qui a quand même travaillé pour la HVA exactement. Donc, c'est le service de renseignement extérieur de la Stasi, donc l'Allemagne de l'Est, donc dont
on connaît les méthodes quand même critiquables, on va dire, pour utiliser un euphémisme. Et elle sait très bien, elle occulte pas du tout cette partie-là, mais elle explique qu'elle pensait que ce serait la guerre totale, nucléaire, etc., si on maintenait pas l'équilibre entre les deux blocs et que les États-Unis et le bloc occidental ayant de l'avance, il fallait aider le bloc oriental. Et en fait, ça se tient, enfin, intellectuellement, on se dit, bon, ok, est-ce que à sa place, j'aurais pu... Donc je pense aussi que le contexte fait qu'on se sent investi davantage que nous, on pourrait l'être aujourd'hui, alors que voilà, on n'a pas un ennemi aussi clairement identifié, ni une menace mondiale qui nous semble aussi imminente. Et puis après, les Russes, il y a tout un conditionnement qui se fait. Elle a commencé, elle avait quoi, 19 ans. Elle a fait ça au début pour suivre son mari et pour avoir le droit de sortir du RSS. Je pense qu'on est aussi plus malléable à cet âge-là. Enfin voilà, moi, je pense qu'il y a plein de facteurs de contexte. Donc voilà, 2 histoires quand même assez dingos d'espionnes. Évidemment, il y en a plein d'autres dans le roman graphique de Chloé Eberhard, donc publié chez Steinkiss, notre partenariat donc, pour la vidéo. Je vous invite à découvrir tout ça, notamment vous avez une agent du Mossad qui exfiltrait des juifs d'Éthiopie en se faisant passer pour une manager d'hôtel, donc qui buvait des coups la journée avec toutes les huiles du coin et le soir qui faisait s'évader des immigrés dans des camions. Ou encore l'histoire, mais complètement folle, de Jonah Mendez, qui était donc une agent de la CIA. Un profil qui est assez connu, on l'a pas mal vu dans les médias, etc. Notamment parce qu'elle était la femme de Tony Mendez, aussi un espion très connu. C'est lui que Ben Affleck joue dans le film Argo. Et cette histoire-là, je vous la conseille en particulier. On voit la coopération entre la CIA et Hollywood, en fait. Et donc Jonah et Tony, ils ont été à tour de rôle chef of disguise, chef du déguisement, avec une traduction française impossible. Mais donc leur mission, en gros, c'était exactement le même poste que Q dans James Bond. Donc apprendre aux agents de terrain à se servir de tous les gadgets, stylo, appareil photo et tout ce que vous voulez. Et donc ils bossaient beaucoup avec Hollywood. On voit dans le film donc leur contact à Hollywood qui était spécialiste de maquillage, effets spéciaux, etc. qui leur donne des conseils sur comment bien former leurs agents, parfaire leur couverture. D'ailleurs, ce film quand même, que j'ai trouvé génial, mais se veut ultra réaliste, c'est l'anti-James Bond justement. À la fin, dans le générique, on voit des images d'archives et les images qui ont été retournées à partir de ça dans le film pour bien montrer, regardez, c'est la vraie vie et tout. Mais à la toute fin du film, attention, spoiler alerte, si vous l'avez pas vu, je vous spoil, mais bref, le personnage de Tony Mendez, donc joué par Ben Affleck, il rentre à la maison, il retrouve sa femme, donc bobonne tranquillement à la maison, qui fait la popote, alors que sa femme c'était un putain d'agent secret aussi. Donc un peu dommage pour un film qui a voulu jouer l'ultra-réalité. Bon, ça reste américain. Donc comme quoi, il y a encore du boulot pour démonter les clichés des femmes dans la profession, et les femmes ont dû vraiment se battre pour se faire une place dans le milieu, mais d'ailleurs pas totalement encore acquis. Je sais qu'il y a une féminisation de plus en plus. Alors quand le livre est sorti en 2017, il y avait une campagne, je me souviens, du MI6, je crois. This person does not work for MI6. She doesn't deal with diverse cultures, different people, and delicate situations for a living. She doesn't instinctively read emotions and predict what someone might need. No, the person you're watching doesn't work for MI6. But she could. C'est intéressant parce que ça montrait que les services ont pris conscience qu'ils ont besoin de diversité en fait, et ils ont aussi besoin de visages et de culture qui font que si vous voulez aller parler à une femme que vous soupçonnez d'être la mère d'un terroriste, peut-être c'est plus pratique de faire rencontrer comme par hasard une femme voilée arabe qu'un mec blanc qui ressemble à un militaire quoi. Enfin, donc je sais que les Anglais ont cette démarche-là. La CIA est dirigée par une femme maintenant et je crois que la plupart de ses adjoints sont des femmes. Et je sais que la DGSE me disait qu'ils essayaient d'augmenter la part des femmes et que c'était pas facile sur le terrain parce que à partir du moment où tu veux des enfants, etc., c'est plus compliqué de t'envoyer dans un pays chaud. Puisque à la DGSE, ce qu'on me disait à l'époque, donc 2015-2016, c'était que pour faire carrière sur le terrain, il fallait avoir fait des pays chauds. Et que d'une certaine façon, ça faisait le tri parce que les femmes étaient d'elles-mêmes moins prêtes à prendre ces postes-là quand elles avaient des enfants. Donc ils disaient en fait que les torts étaient un peu partagés, enfin si on peut parler de torts, mais entre le système de promotion et une espèce d'autocensure. Oui, bon, classique schéma de société où t'as pas forcément de modèle pour te projeter et du coup tu t'imagines pas ces vies-là et du coup tu t'engages pas dedans et tu gardes la voie un peu classique de faire des enfants, etc. comme un peu tous les secteurs finalement. Donc voilà, le livre de Chloé, il est super pour démonter un peu les idées reçues qu'on a sur les espionnes, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est leur métier concrètement, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Je vous invite évidemment à aller lire donc ce très beau roman graphique chez Steinkiss et vous pouvez aussi aller voir la série Arte qui va avec, donc Les Espionnes racontent. Vous avez tous les liens en description.
Merci beaucoup à Steinkiss donc pour ce très beau partenariat et merci à Chloé Bérard de m'avoir accordé cette interview et bravo à elle pour son travail. Et tout de suite sans transition, il faut que je vous parle d'un truc. On a dépassé les 500 000 abonnés, bah oui, mais j'avais préparé un truc, ça a mis un peu de temps à arriver, mais ça y est, c'est arrivé. Ce sont les premiers, très raté, les premiers goodies de la chaîne. Ils sont 100% made in France et j'ai trimé mes petits amis pour trouver un fabricant qui fabrique en France, figurez-vous. C'était une longue enquête, on en a parlé sur Instagram avec celles et ceux qui étaient là. Donc j'ai fabriqué 3 petits pins, enfin 200 de chaque, donc ils sont en série limitée. Et donc vous pouvez retrouver le petit logo, la petite Manon et la petite fessée. Et oui, le carton de la chaîne, avec les dessins de Limlu bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour marquer le coup, c'est une petite série limitée. Bref, on fera pas beaucoup d'argent dessus, mais on est trop content. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez donc en acheter, ça se passe sur Ulule, dépêchez-vous parce que il y en a pas tant que ça, il y en a que 600. Et surtout, je vous en fais gagner quelques-uns sur Instagram. Alors venez sur Instagram le soir où sort cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo, pas le soir de la sortie, probablement c'est déjà fini. Donc c'est pas grave. Mais vous pouvez quand même venir sur Instagram avec grand plaisir. Bon bah voilà, si vous vouliez retourner tout droit dans les 90s. 90s? Ouais. En fait, c'est des pins, quand vous les mettez, du coup, vous êtes obligé de faire des grimaces comme Manon Bril après. Ça vous fait des... Ne les achetez pas, c'est dangereux. Merci d'être plus de 500 000 en temps. Incroyable cette aventure. Vous connaissez les discours de youtubeurs qui disent merci, mais néanmoins, on vous dit merci parce que c'est quand même vraiment chiant. Mais viens dire merci. C'est Barthélemy qui cadre. Ils sont très beaux les pins. Là, il sait plus quoi dire. Là, quand ça tient la caméra, ça fait il sait plus quoi dire. Et si jamais vous venez d'arriver par hasard et que vous n'étiez pas abonné, vous êtes les bienvenus. J'accepte que vous appuyez sur le bouton. À très vite pour une autre histoire. Et moi, je vous dis, on vous le dit, à bientôt pour une autre histoire. Pourquoi on est tous gênés comme des débiles là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, pars alors. Allez, pars. Merci, abonne-toi.